grandi dans un univers qui est plus ou moins franco-allemand, j'ai un peu de famille allemande. Ensuite, j'ai fait un lycée international à Paris où j'étais en section allemande, et avec d'autres sections espagnoles, anglais, etc. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce, donc le SCP. Je suis entré en 2009. Pendant le SCP, j'ai fait le parcours Paris-Londres-Berlin. Voilà, j'ai toujours été intéressé par les langues au global. À l'ESCP, j'ai eu une formation, j'ai fait beaucoup de finance, je dirais, et j'ai eu la chance en dernière année de SCP à Berlin d'être le premier stagiaire de N26, que vous connaissez peut-être, c'est la banque en ligne. Et donc c'était vraiment une expérience inspirante pour moi parce que j'étais au contact de deux entrepreneurs où j'ai en fait vu le potentiel. Et donc aujourd'hui la boîte est énorme et c'est très chouette. C'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Et puis en revenant de Berlin, j'ai fait du conseil en stratégie, pendant 2 ans et demi à Paris. J'avais en fait cette envie de découvrir le monde de l'entreprise d'un angle un peu différent de la finance que j'avais pu faire, et puis d'investiguer un peu plus le côté marketing et le côté un peu plus quali plutôt que quanti. Et puis assez rapidement, je me suis plus trop reconnu dans la boîte. Et l'un dans l'autre, je voulais partir. L'autre dans l'un, il voulait me virer. Donc ça m'arrangeait plutôt pas mal. Et donc je suis parti en fait en juin 2016. Donc ouais, il y a 4 ans. Et donc là, je m'étais toujours dit depuis mon expérience chez N26 qu'un jour j'allais entreprendre quelque chose. Finalement là je me retrouvais un peu le pied dos au mur comme on dit, et je savais pas trop ce que j'allais faire, quoi. Donc j'ai commencé à tâter et à faire plein de projets. Donc j'ai pensé à des projets dans le domaine du sport, des projets dans le domaine de la data, des projets, des softwares de pricing, puisque dans mon cabinet de conseil j'avais fait beaucoup de pricing. Voilà, plein de projets, des projets dans le domaine de l'éducation. J'ai commencé à lancer un truc qui s'appelait Language Circle, et qui finalement n'a pas pris parce que la personne avec qui je bossais, ça l'a pas fait. Et puis du coup l'un dans l'autre, j'ai fait d'autres rencontres, parce qu'en fait à ce moment-là, mon idée c'était plutôt de me greffer à un projet. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui menait un projet dans le soutien scolaire, finalement ça l'a pas fait non plus. Et donc je me suis dit si je faisais ce même projet mais de mon côté, et donc je l'ai lancé seul. Et donc ce premier projet, ça s'appelait Tuteur privé, et donc je l'ai créé en 2017. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint la Blue Factory et donc le programme SEED. Donc 1 an à porter le programme SEED, j'ai un associé qui m'a rejoint. Donc finalement j'ai trouvé un copain avec qui partager l'aventure, et ensuite donc on a développé ce projet-là pendant 2 ans. À l'origine c'était une marketplace qui mettait en relation des élèves, des familles qui cherchaient du soutien scolaire avec des étudiants de grandes écoles. Donc le projet a bien évolué. On a ensuite en fait je me suis remis à donner des cours. Et puis on a organisé aussi des stages pendant les vacances scolaires. Donc en fait on est parti d'un truc très marketplace, et puis petit à petit on s'est redirigé vers quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et donc voilà, donc ça nous emmène jusqu'en 2018, donc grosso modo de 2016-2018 sur ce projet. et puis 2018, on était en colloque avec Live Mentor, qui est un organisme de formation pour les entrepreneurs. Je vous invite d'ailleurs à suivre la newsletter d'Alexandre, qui est aussi un entrepreneur de la Blue Factory, une promo ou 2 avant moi. Et du coup, on était en colloque avec eux, on a eu cette chance, ça nous a ouvert plein de portes, et on s'est rendu compte que le marché de la formation professionnelle était assez intéressant. Et moi, je me suis toujours dit que j'allais monter un projet dans les langues. Donc j'ai proposé ça à mon associé, il m'a dit ok, et voilà, on est parti du coup à partir de 2018, donc toute fin 2018, on avait Tuteur privé qui avait une croissance qui était quand même bien, et puis on a lancé le cercle des langues en parallèle, et du coup voilà, aujourd'hui ça fait on a abandonné Tuteur privé après la fin de l'année scolaire pour aller jusqu'au bout de nos engagements avec nos élèves, et puis à partir de juin 2019,
Donc finalement, il y a un peu plus d'un an, on s'est consacré 100% au Cercle des Langues. Et aujourd'hui, le Cercle des Langues, on est donc un organisme de formation à l'anglais. On fait 3 choses, des cours particuliers, des cours collectifs via YouTube, donc des YouTube Live, et puis une plateforme en e-learning. On est une boîte de 11 personnes actuellement, et on est autofinancé, et voilà, et c'est très chouette. On a des sales, on a une partie un peu plus pédagogie et une partie un peu plus opérationnelle. Voilà. Et j'aime beaucoup venir à l'ESCP parce que ça me rappelle de très bons souvenirs, et je suis très content d'être là avec vous ce soir. Et voilà, je veux vous apporter le maximum de valeur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ce projet-là a commencé à le mettre en œuvre, comment ça s'est passé très très concrètement pour identifier la valeur, la cible, créer la solution en ligne, comment ça s'est passé concrètement? Ok. Au tout début, en fait, moi je suis... Comme je vous le disais, le cheminement il a pris beaucoup de temps. J'ai passé quand même 1 an à tester plein de projets. Et l'un dans l'autre, je me suis aperçu que c'était les problématiques éducatives qui m'intéressaient. En tout cas, j'ai fait la statistique, et dans tous les projets que je voulais lancer, à chaque fois, je revenais de près ou de loin à des problématiques éducatives. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé donner des cours. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose que j'adore faire moi à titre perso, et puis essayer d'organiser un système qui permettent de faire ça à beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Et donc c'était un peu la mode des marketplaces. Donc effectivement, je suis parti en mode je vais faire une marketplace. Et donc au début, on voulait donner des cours. Là, on voit dans les filtres ici pour les primaires, collèges, lycées et supérieurs. Et donc le but, c'était de recruter un maximum de tuteurs. Donc SCP, HEC, etc. Et bien du coup de lancer la marketplace. Et donc je me disais tout de suite, je vais recruter plein de tuteurs, et puis ça va assez rapidement prendre. En plus, j'avais un business model qui était assez intéressant, dans le sens où il y a une partie des cours qui, comme vous le savez peut-être, peut être remboursée, donc à 50% via le crédit d'impôt. Aujourd'hui, je regardais un peu les prix, et puis je me disais c'est peut-être assez cher. Moi, je peux trouver un modèle qui, via le remboursement d'impôts et via le statut auto-entrepreneur aussi, me permette de proposer une solution à un meilleur rapport qualité-prix et à l'échelle, en fait. Donc, un cours chez Academia, ça coûtait 45 €. Chez Tuteur Privé, ça coûtait 28 €. Et en réalité, étant donné la petitesse de la plateforme, au début c'était bien plus quali, et donc 28 € pour un lycéen après impôt, ça revenait à 14 €. Donc voilà, à l'échelle, je dirais que moi je prenais une marge de 20%, donc c'était ça le business model. Donc sur 28 €, je prenais 5,60 €, et je me disais qu'à l'échelle ça pouvait exploser, quoi. Mais j'avais pas tout pris en compte. Et en fait, là, je dirais à cette étape-là du projet, pour rejoindre un peu ce que tu disais, je me disais, il faut absolument un dev pour lancer la plateforme. Ça, c'était un WordPress que j'avais bricolé moi-même avec quelques couleurs. Et en fait, je recherchais à tout prix un dev pour faire un beau site web. Et puis que le truc puisse tourner de façon un peu automatique. Et donc ça, c'était effectivement la toute première version, mais après il y a une autre version où il y avait un petit peu d'automatisation, mais malgré ça, en fait, je me suis rendu compte que ça prenait pas, quoi, parce qu'en fait, on a beau avoir un truc qui est automatisé, derrière il faut faire du business, quoi. Donc peut-être que je peux parler de mon associé du coup à ce moment-là. Je veux bien que tu évoques, parce que quand tu avais postulé à la Blue Factory, tu étais arrivé avec un dev. Ouais, et donc peut-être parler de ce moment-là, et peut-être parler aussi du moment où tu t'es dit que tu allais apprendre à développer toi-même. Ouais. Effectivement, comme je vous disais, 2016, 2017, plein de rencontres, et finalement je trouve Valentin, qui lui était en poste, donc il était dev, mais il était intéressé par le projet. Donc j'avais déjà réussi à convaincre une première personne, c'était assez cool, qui pourtant connaissait pas grand-chose au soutien scolaire, et à vrai dire, je crois qu'il avait même pas le bac.
du coup, eh bien, on part là-dessus, et puis c'est lui qui a développé le site en mode à côté. Et en fait, il a rejoint la Blue Factory avec moi, et puis au bout de 3 mois, l'intensité, je dirais, du projet entre guillemets, et les efforts que moi je mettais faisaient que lui, il pouvait peut-être pas suivre, et donc, je me suis fait larguer par mon dev, quoi. Donc, et voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, mais si je veux vraiment monter un truc à scale qui puisse bénéficier à un maximum de gens, il faut que je puisse avoir quelqu'un pour reprendre le site, parce que le site était troué de partout. On avait mis en place en réalité un truc assez cool avec un carnet de suivi que le tuteur remplissait après chaque cours, et le but c'était de faire en sorte que ça se transforme plus ou moins en outil de paiement. Mais aujourd'hui, j'avais d'un côté les trucs qui se passaient dans le site, et de l'autre côté j'avais tout qui se passait en Excel, et je faisais le recoupement à chaque fois parce que rien ne matchait. Bref, il n'y avait aucun back-office. Et donc là, au bout d'un moment, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas temps d'apprendre à coder, sachant que j'ai toujours été assez nul en maths. Du coup, je me dis, est-ce que je vais faire le wagon? J'ai commencé à faire des tutoriels sur Internet, sur Udemy, pour apprendre le Ruby on Rails, qui était le langage dans lequel le site était codé. Et puis je me cassais la tête, quoi. Mais bon, j'avais la détermination de me dire, quoi qu'il arrive, il faut que ça marche. Et donc, je mettrai en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire ça. Et puis assez rapidement, en fait, avec ce petit tuto, je me suis rendu compte que je pouvais faire des trucs, changer des variables, changer des couleurs. Pour le back-office, c'était un peu plus compliqué, mais je pouvais faire avancer le truc. Mais j'aurais pas pu pousser le truc au max, quoi. Et donc là, il se trouve que à ce moment-là, je continuais en parallèle à chercher un associé, en me disant j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Et puis au final, j'ai abandonné sur l'idée de trouver un associé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une offre de stage en me disant au moins j'aurai un compagnon de route. En plus, je touchais le chômage à l'époque, donc l'effet était plutôt neutre sur les finances, je dirais. Et j'avais seulement mis 8 000 euros dans l'entreprise. Enfin, c'est quand même 8 000 euros, mais c'est pas non plus colossal. Et donc, je reçois des offres de stage, et là, parmi les offres de stage, je vois un profil où je me dis, putain, lui, c'est un bon, parce qu'il faisait super héros. Voilà. Et à côté de ça, il adorait le soutien scolaire, il avait été prof chez IPSup. Et donc, on s'est dit, donc je l'ai pris en entretien pour un stage, et là je me suis dit, mais c'est le mec parfait, est-ce que je suis en train de rêver, ou enfin c'est vraiment le mec qu'il me faut, quoi. Et donc super entente déjà, excellent fit, et du coup, lui il finissait ses études à Super Héros. Moi à cette époque je devais avoir 29 ans, et lui il en avait 22, donc c'est quand même c'est pas énorme, mais ça fait une petite différence d'âge. Et en fait, en l'espace de 1 ou 2 mois, il a appris à coder, et puis il a rafistolé le site. Et en fait, j'ai envie de dire, sa passion pour le soutien scolaire était telle qu'il s'est dit, allez, let's go. Et à côté de ça, il avait une offre pour rejoindre en CDI IPSup avec un salaire fixe. Et il s'est dit, je tente l'aventure. De toute façon, j'ai 22 ans, j'ai rien à perdre. Et voilà. Et donc, on a rafistolé ça, le site ensemble. Et puis, on a créé un système intelligent où, en fait, le paiement pouvait directement s'interfacer dans le carnet de suivi. Donc en fait, quand le tuteur il remplissait son carnet de suivi à la fin de son cours, il pouvait aussi commander le cours directement pour la semaine d'après. Et donc ça venait de débiter automatiquement la carte bancaire de la famille. Donc on avait réussi à trouver un système qui assurait une certaine forme de récurrence. Et vous aurez très probablement ce problème. La récurrence, c'est le problème de n'importe quel business. C'est bien de payer une fois, mais plusieurs fois, c'est plus compliqué. On peut peut-être approfondir sur ta relation avec Ruben. Tu peux nous parler un petit peu de votre association, ouais. Peut-être qui marchent bien, et qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas, comment vous faites pour que ça fonctionne entre vous sur le long terme. Je pense qu'il y a une vraie entente. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a peut-être eu un petit coup de cœur un pour l'autre. Je pense que d'un point de vue qualité, on est très complémentaires. Moi, j'ai peut-être ce côté un peu plus calme et je dirais low, alors que lui, c'est un peu le feu, c'est court terme, tout de suite. Et moi, je suis un peu plus long terme dans la construction. Voilà. Sur les qualités, je dirais que lui, il est très bon en tech, en automatisation. Très bon là-dedans. Moi, je suis un peu plus bon dans le contenu.
Peut-être j'aurais plus de sensibilité marketing, visuel. Voilà, lui, il va être assez data. À côté de ça, lui, il est très commercial. Il est très très commercial. Moi, je le suis, mais je dirais pas à outrance. Lui, il pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc, il a ça dans le sang. Et je pense que la clé de voûte, ça a été aussi que, enfin, je sais pas si c'est une clé de voûte, mais j'avais quand même monté la boîte depuis 1 an. Et donc, on générait du revenu. Alors, c'était pas énorme, mais tout seul, je générais quand même en récurrent à peu près 1500 € par mois. Donc, certes, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, quoi. Il y en a beaucoup qui en vivent. Et donc, la clé de voûte, c'est que je lui ai proposé direct de s'associer. Et donc, on n'est pas à 50-50, mais je lui ai filé direct 40, enfin, juste une voix de moins. Donc ça, je pense que ça a été aussi intéressant. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je vais pas faire un truc de vesting, à lui filer 10%, puis 15%, puis 20% selon l'objectif, etc. Donc j'ai un peu joué carte sur table. Et lui, il calculait pas trop ce à quoi ça représentait à l'époque. Mais bon, quand on a quand même galéré pendant 2 ans et demi, chercher des projets, etc., il y a un mec qui se pointe et puis au bout d'un mois, on lui propose plus ou moins 50%. Je pense que ça nous a aussi mis sur un pied d'égalité. Et aujourd'hui, même si j'ai une voix de plus, à aucun moment je le fais sentir. Et je pense que c'est aussi ça qui fonctionne, c'est que nos voix, elles sont complètement égales, quoi. Même s'il y a effectivement mathématiquement une différence, de toute façon, si un jour on n'est pas d'accord, avec 49%, je peux rien faire, quoi. Il peut tout bloquer. Donc, voilà. Et vous avez déjà été dans des situations où, pour des décisions stratégiques, vous n'étiez pas d'accord et ça devait se résoudre ? Honnêtement, non. Enfin, on a des désaccords, je dirais, au quotidien, mais c'est même pas des désaccords, c'est juste des façons de faire différentes. Et je pense que lui, il a capté que moi, je pouvais lui offrir la meilleure version de lui-même et inversement, quoi. C'est-à-dire que je suis meilleur avec lui et il est meilleur avec moi. Et je pense qu'on a capté tous les deux ce truc-là. Et donc, on n'a jamais eu un désaccord profond. Et en fait, il est arrivé après moi, mais c'est lui qui a poussé pour faire évoluer le business des cours particuliers vers un truc beaucoup plus traditionnel. Et donc assez rapidement, on a fait des stages ici. Et puis en l'espace de 2 semaines, voilà, c'était ça. On s'est dit. Tu peux expliquer un peu pourquoi vous avez fait ça, comment ça s'est passé ? Ouais, donc là, à l'époque, comme je disais, on générait à peu près 1500 € de chiffre d'affaires, pas de volume d'affaires, mais de chiffre d'affaires. Par mois. Ça correspondait à 1500 €, ça correspondait à combien de cours donnés, combien de profs, combien d'élèves à peu près ? Je sais plus, mais je sais qu'on avait 30 tuteurs, je crois, et on donnait, je sais plus combien de cours, mais à peu près 60 cours par semaine, peut-être un peu plus, j'avoue. Trentaine de tuteurs, 60aine de cours par semaine. Ouais. Et 1500 € donc de chiffre d'affaires. Okay. Ouais. Exactement dans la boîte. Et on n'avait aucun coût marketing, on n'avait rien, donc voilà. Et donc c'est lui qui a poussé et qui s'est dit, c'est bien beau ça, mais moi, ça me va pas. Et donc on a organisé des stages intensifs. Et donc ça c'est le tout premier à l'ESCP. Et du coup lui il était prof de maths, il donnait aussi des cours à travers la plateforme. Et le premier qu'on a organisé ici, on a mobilisé certains de nos tuteurs, un en français, un en maths, et puis un en éco. Au final, il s'est trouvé que le prof en éco, il s'est complètement foiré. Et donc, à 2 jours du stage où on avait une quinzaine d'élèves, je crois, moi j'ai dû m'improviser prof d'éco. Et donc, en fait, j'ai repris toutes les fiches que j'avais de l'époque. Et en une nuit, j'ai fait toutes les fiches sur tout le programme. Et je me suis remis à donner des cours en fait. Donc ça me repoussait dans un truc qui était pour moi terminé depuis bien longtemps. Mais en fait ça me plaisait. Et donc on a eu 15 élèves à ce premier stage et chaque stage c'était 500 €. Donc ça fait 7500 € de chiffre d'affaires. Le SCP nous a gentiment filé le locaux. Donc en fait en l'espace de très peu de temps, juste en vendant notre temps, on avait réussi à faire beaucoup plus que les mois précédents. Et donc après on a généralisé un peu ce système de stage. Au bac on a fait, je crois, pour la session du bac on avait fait 25 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'était cool quoi. Et puis mon associé. Plus d'étudiants ou comment ? Parce que oui, on avait. En fait, c'est du live. C'est quand même scalable dans le sens où plus tu remplis les classes, plus
plus ça fonctionne. Et donc ça, c'était du coup en 2018. Et puis après, on a poussé ce modèle-là sur l'année d'après. Donc on a quitté la Blue en juin ou juillet, je sais plus, 2018. Et là, on a rejoint du coup le coworking, le Live Mentor, dont je vous ai parlé, donc formation pour entrepreneurs. Et en fait, ils avaient énormément de place dans leur coworking. Et donc là, mon associé, qui est beaucoup plus sales que moi, définitivement, il me dit mais là, il y a plein d'espace, là, il y en a plein des salles partout, parce qu'ils avaient un coworking qui était beaucoup trop grand pour eux. Et donc ils nous sous-louaient déjà à nous, mais il restait encore plein de salles. Il me dit mais si on faisait des cours le week-end, François, tu te rends pas compte? Donc là, je dis ouais, pourquoi pas. Donc moi, je commençais à installer ma vie un peu avec la personne qui aujourd'hui est ma femme. Et j'avais un espèce de fou de 23 ans qui me disait vas-y, on bosse le week-end, le samedi et le dimanche, quoi. Donc en fait 2018-2019, ça a été l'année où clairement on a bossé tous les jours minimum de 9h à 21h, quoi, et samedi et dimanche compris, quoi. Donc il n'y avait aucun week-end, je pense que j'étais au plus bas de mon énergie, mais donc on a lancé cette nouvelle offre qui s'appelait le cycle annuel. Donc on avait les cours particuliers qui commençaient à tourner en autonomie avec du recurring via le système qu'on avait fait. On avait les stages qu'on a organisés de façon ponctuelle, et on avait le cycle annuel qui était un accompagnement en maths à l'année. Et là, il a fallu trouver un prof pour les secondes, et on n'avait pas de prof, donc c'était moi. Et donc tous les dimanches à 15h, de 15h à 16h, de 15h à 17h, pardon, je donnais des cours à Pauline qui savait pas faire un plus 1, quoi, techniquement. Et donc on avait nos 3 offres, et donc l'accompagnement sur l'année coûtait 2000 €, et en soi il y avait un excellent rapport qualité-prix et c'était sur tous les week-ends de l'année. Voilà. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit mais on peut pas s'essouffler. On a quand même scalé les stages un peu, donc À ce moment-là, vous vous payez déjà ou pas encore? Comment ça s'est passé? T'as eu le chômage, juste pour comprendre un peu. Fin de mon chômage, c'était 2018. Donc effectivement, si on n'était pas passé sur ce business model des stages et beaucoup plus traditionnel, le projet aurait sans doute avorté, quoi, parce que. Et donc tu te rémunérais grâce au CA et lui aussi? Grâce au stage et lui aussi, et on se rémunérait en auto-entrepreneur. Mais vous pourrez demander les conseils à la clinique du juridique. Je pense qu'ils auront plein de bons conseils à vous donner là-dessus. Et voilà, et en fait c'est ça qui pouvait assurer la survie du projet. Donc on était passé d'un projet marketplace où en gros les gens bossent pour nous et mentalité levée de fonds avec scaling, tech, etc. Un truc qui était presque médiéval, quoi, de redonner des cours soi-même, mais qu'on scalait quand même un peu en remplissant toujours plus les classes et en proposant un service de qualité à nos familles. Et du coup, oui, pourquoi t'as envisagé le modèle levée de fonds? Alors au début, oui, en fait, on était donc à la Blue, il y avait tout le monde qui parlait de levée de fonds. Abricot autour de nous avait levé des fonds. Ouais, voilà. Certains de la Blue, pas tout le monde. Mais... Exactement. Donc on avait tous des projets très différents, mais c'est vrai que je sais pas, j'avoue que je suis plus trop aujourd'hui, mais je sais pas quel est l'air du temps avec les levées de fonds, mais en tout cas à notre époque, l'objectif c'était la levée de fonds, quoi. Et en gros, je me souviens d'entrepreneurs qui disent les investisseurs, ils font la différence entre 2 types d'entrepreneurs, ceux qui ont levé et ceux qui n'ont pas levé. Enfin, genre vraiment, quoi. Et là, quand je me dis ça, du mec en plus qui avait la boîte la plus évoluée de la Blue, où ils avaient 8 ou 9 personnes, je me dis putain, il faut lever des fonds, quoi. Donc j'ai rencontré des personnes, donc c'était à l'époque de tuteurs privés sur la marketplace. J'ai rencontré des personnes, j'essayais de faire des pitchs, machin truc, de faire des présentations. C'est qui les personnes que tu allais voir? Pas tant que ça en fait, mais j'ai eu la chance de rencontrer le CEO de Google, donc je me dis ça peut être un early investor, qui était un de mes clients en fait, CEO de Google France. Donc un peu des business angels, j'ai essayé de taper un peu dans le club des business angels de l'ESCP. Je sais plus quel nom il porte. Il y avait Abricot à côté de moi, une autre start-up de dating qui eux levaient 200, 300 000 €. Et donc je me disais c'est cool, je voyais l'équipe qui grandissait et moi j'étais là tout seul tous les matins dans le froid à venir à la Blue.
je disais mais putain, est-ce que je suis mauvais commercial, qu'est-ce qu'il fait, alors que pourtant en plus j'ai du recurring. Donc effectivement mon associé est venu et il a complètement chamboulé ça. Il me dit mais pourquoi tu veux lever des fonds, pourquoi on ferait pas un truc nous-mêmes, etc. Et donc ça a complètement changé la mentalité de la boîte. Et en fait, ce qui me freinait dans la levée de fonds, c'est que fondamentalement, moi il y a une raison pour laquelle j'ai entrepris et je m'en suis aperçu plus tard, c'est que j'avais pas envie d'être dépendant. En tout cas pas dépendant de trop de personnes. Effectivement, ça fait un peu discours peut-être idéaliste, j'entreprends. T'es dépendant de tes clients, non? Oui, mais c'est pas une dépendance. Enfin, il n'y a pas de réelle dépendance. J'ai envie de dire, je les vois limite comme des partenaires, et même là dans le cercle des langues, on voit nos clients comme si ils restaient avec nous éternellement, quoi. Donc c'est pas forcément une dépendance. J'avais pas envie d'avoir des gens qui me disent quoi faire, alors que finalement, et ça rejoint ce que tu disais, on est la seule personne à mieux connaître, à bien connaître votre projet, ça va être vous, quoi. Parce que vous êtes la personne qui avait le maximum d'infos. Et donc quand je vais voir le CEO de Google pour lui faire mon pitch deck et puis que il me dit la seule façon de voir si ça marche c'est de faire du Google Ads, et que moi j'ai 8 000 € sur le compte en banque et que je vois le prix d'une campagne Google Ads, je me dis mais avec ce que je vais gagner derrière, je me dis mais c'est impossible. Donc au final ce conseil-là pour ma part n'était pas bon à prendre. Et donc la question initiale c'était sur la levée de fonds, et donc en fait on est passé à ce modèle beaucoup plus traditionnel, et c'était déjà une fierté pour moi d'avoir un associé. Donc là, on est passé à une autre étape où on a recruté 6 stagiaires. Et donc on était sur un bureau qui était, franchement, il faisait 1m50 sur 1m50. Et donc moi j'étais là, je gérais 7 stagiaires, je savais pas quoi leur donner à faire, honnêtement. Donc franchement, faites pas cette erreur. Si je peux vous donner un conseil, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, il faut que vous soyez sûr et certain que vous maîtrisez cette tâche et que vous avez des métriques très claires sur cette tâche et que vous avez fixé la barre à ce niveau-là et que la personne que vous allez recruter, elle a déjà cette barre en tête et elle va pouvoir faire le maximum pour arriver à ça. Et donc moi j'étais là, je gérais ces 7 personnes, il y en a un qui était responsable CRM, l'autre qui était responsable comme Facebook, etc. L'autre qui allait démarcher, mettre des flyers dans la rue, devant les collèges, les lycées, enfin bref. Et mon associé pendant ce temps-là qui était en train d'apprendre à coder sur Ruby on Rails et tout ça avec d'autres startups qui étaient autour à parler de leur projet. Enfin c'était Bagdad, quoi. Très clairement. Et donc du coup on a poussé ce modèle des stages, et puis après donc le cycle annuel et la levée de fonds. Petit à petit on a vu qu'on pouvait se payer avec ce qu'on générait. Le cycle annuel, je sais plus combien exactement on avait d'élèves, mais je pense qu'on avait une soixantaine d'élèves en cycle annuel à 2 000 €, donc ça fait déjà un peu de revenus sur l'année, sachant qu'on n'avait aucun coût en fait, à part les locaux et derrière le reste du temps. Et les stagiaires, vous les rémunériez ? Et du coup, oui, non, mais ça c'était vraiment l'étape d'après. Là, l'étape des 5 stagiaires, il y avait personne qui était rémunéré, c'était tous des stagiaires 3 semaines, et voilà. Et là, le cycle annuel, c'est vraiment l'étape d'après, où là on n'était plus que 2 et on avait effectivement un stagiaire qu'on rémunérait. Et voilà, donc on pouvait déjà planifier un peu notre année sur 2018-2019, puisque les parents avaient plus ou moins tout payé d'un coup. Et à côté de ça, on a organisé des stages. Et donc c'est là qu'on évolue vers le cercle des langues, c'est ça ? Voilà. Et là, on voit Live Mentor, en fait, nos colocs, qui l'équipe elle grandit énormément, et en fait Alexandre Dana. Ah oui, ouais. Alexandre Dana, ça c'est encore après. Mais... Encore après ? Et Alexandre Dana, lui, il avait suivi la même évolution. C'est-à-dire qu'il avait fait une marketplace de Live Mentor, à la base c'était du soutien scolaire en ligne. Et en fait, ils sont passés à de l'accompagnement pour entrepreneurs. Et donc on voyait cette évolution B2C pour des particuliers qui ont grosso modo assez peu de budget, à un truc qui est B2C mais avec des possibilités de financement. Et le marché de la formation professionnelle est quand même assez est un bon boost pour ça, quoi.
Et donc on s'est dit pourquoi pas se lancer sur le marché de la formation professionnelle. Moi j'avais toujours envie de faire des langues et j'ai proposé ça à mon associé. Il m'a dit let's go quoi. Et donc là on a continué sur tuteur privé donc jusqu'en juin 2019 et on gérait plus ou moins les deux entreprises. Et en parallèle on montait les fondements de la plateforme en e-learning qu'on avait. On a recruté une étudiante de l'ESCP qui était bilingue et qui nous a fait nos premières formations en l'espace d'une journée. On a tourné toutes les heures de vidéos qu'on a découpées et derrière mis dans des modules e-learning. Vous les avez tournés vous-même? Ouais, j'ai tourné les vidéos moi-même, j'ai fait tout le montage moi-même, tout le sous-titrage moi-même. Pendant ce temps-là, mon associé s'occupait de toute la partie un peu administrative et de faire en sorte qu'on soit reconnu comme un organisme de formation. On n'avait encore aucun client, mais on a réussi à se débrouiller pour faire en sorte qu'on soit quand même reconnu comme organisme de formation. Et puis voilà, c'était parti un peu pour un nouveau projet où les cartes en fait étaient complètement rebattues. Dans le précédent, mon associé était prof de maths, etc. Et là, il se retrouvait en fait à juste faire de l'admin et du commercial, et moi je me retrouvais à faire du contenu et un peu organiser les cours d'anglais. Tu peux juste dire comment, parce que tu dis oui, je lui ai proposé de faire des langues et c'est parti, mais juste à quel moment tu t'es dit mais en fait c'est sur les langues qu'il faut creuser? Comment ça s'est passé ce moment-là? Ouais, lui il est très commercial, donc il m'a dit, moi, grosso modo, des langues ou autre chose, ce que tu veux, mais je vois l'opportunité de marché, voilà. Et moi, Et pourquoi t'as dit les langues? Pourquoi t'as pensé à ça? Qui m'a toujours plu depuis que je suis petit. J'ai grandi dans une école franco-allemande, donc j'ai appris l'allemand assez rapidement. En prépa, je faisais que de l'allemand et de l'anglais parce que j'aimais ça, et au détriment des maths, et donc ça m'a valu une 3e année de prépa. Et puis arrivé à l'ESCP, c'était parfait pour moi parce que c'était une école européenne et donc je me reconnaissais vraiment là-dedans. Et donc j'ai fait le parcours Paris-Londres-Berlin. J'aime toute la technicité à travers une langue, la grammaire, j'aime le côté culturel, j'aime le côté rencontre de personnes, j'aime la musicalité de la langue. Enfin, ça réunit pour moi beaucoup de choses qui me plaisent. Et voilà, et j'ai l'aubaine que en fait les Français savent assez peu parler anglais, et donc il y a un marché qui est énorme quoi. Donc voilà, l'un dans l'autre on s'est recoupé là-dessus quoi. Donc ça tu dis c'est après votre plateforme, non? C'est un truc un peu homemade, non? Ouais, c'est un peu homemade, mais c'est assez récent mine de rien. On reste toujours un peu... Vas-y, du coup, tu peux nous expliquer effectivement comment t'as lancé, comment ça s'est passé du coup concrètement là. Ouais, donc, le pivot en fait, c'est un pivot. Ouais, complètement. Très douloureux. Si un jour vous faites un pivot, n'hésitez pas à m'appeler, je pourrais vous aider avec plaisir. Parce qu'on gère 2 projets en même temps. Et puis les cartes sont rebattues, quoi. Chacun fait plus les mêmes choses. Et puis ça prend du temps, mine de rien. Je sais pas depuis combien de temps vous réfléchissez à vos projets, mais vous voyez que en fait tout ce qu'on a fait avant, on peut plus ou moins le mettre à la poubelle. Pas tout, cependant, parce que en fait nos premiers clients, et donc c'est là aussi que c'était cool, c'était les parents de nos élèves tuteurs privés. Donc on avait Antoine Durand par exemple. On s'est investi tellement à fond avec lui, puis on avait un Instagram sur tuteur privé, on suivait nos élèves sur Instagram, etc. Et on leur répondait à des questions de DM de maths à 23h. Donc forcément, leurs parents, ils voyaient l'investissement qu'on mettait pour leurs enfants, et ils se sont dit, pour le plaisir, je vais faire une formation en langue. Et c'était nos premiers clients. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus facile de vendre. Il y avait beaucoup moins de barrières à la vente. Et puis c'était un milieu dans lequel on était ultra à l'aise. On voyait Live Mentor à côté qui faisait des trucs incroyables dans la formation professionnelle. Leur équipe grandissait super vite. Et donc on s'est dit c'est le bon choix quoi. Donc il y a forcément eu une période transitoire. Mais voilà, et aujourd'hui, on pousse vraiment ce côté e-learning via une plateforme qui s'appelle 360 Learning, qui est une start-up qui cartonne elle aussi. Et le but, c'est de faire des parcours ultra personnalisés où la clé d'entrée, c'est le niveau. Donc on a A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Derrière, on met 3 univers en anglais, le Everyday English, le Business English et la grammaire. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Quelqu'un qui veut de l'apprentissage un peu bourrin grammaire, on lui fait. Et donc, on décline toutes ces leçons
par niveau et aussi par thématique. Donc en jaune, on voit ce qui est Everyday English. Donc c'est par exemple la maison, et donc la leçon pour ce niveau-là, c'est The Future of Home. Aujourd'hui, ça ressemble plus, enfin c'est encore un peu différent de ça, mais voilà, Everyday English. Et en vert, c'est Business English, et puis en noir, on a la grammaire. Donc ça, c'est vraiment sur la partie e-learning. Cette plateforme est assez cool aussi parce que les élèves, ils peuvent s'enregistrer en train de parler. Donc nous, en fait, on va faire un peu on va pouvoir leur développer leurs compétences speaking, mais en asynchrone. C'est-à-dire que nous, on enregistre une vidéo. Je dis par exemple pitch commercial. Hello, I'm François, I'm 32 years old, machin truc. Now it's your turn. Et l'élève, depuis l'appli, il peut s'enregistrer et nous l'envoyer. Et donc du coup, on peut lui faire aussi une correction derrière. Donc ça, c'est assez chouette parce que ça permet d'augmenter le temps de parole de l'élève via du e-learning. Donc c'est quand même très puissant et très scalable. On l'utilise pas à fond la feature, mais elle est cool. Et donc il y a plein de parcours qui sont gamifiés. Donc c'est là-dessus qu'on veut vraiment faire notre différenciation, aussi via l'utilisation de la data, pouvoir pousser des contenus, que ce soit les nôtres ou des contenus externes qui sont vraiment spécifiques aux besoins de l'élève. Voilà, donc premier e-learning. Et puis après, on fait très classiquement des cours particuliers en webcam. On va intégrer l'option aussi où on peut enregistrer les cours et les élèves peuvent revisionner leurs cours. Donc ça devrait sortir dans quelques temps. Et puis après, là, ce que vous voyez, Vanessa, que vous voyez avant, c'est des YouTube Live. On fait des cours sur YouTube où les élèves peuvent pas parler, mais ils peuvent tout simplement chatter, poser des questions. Il y a une interaction via le chat. Et c'est aussi cool parce que nous, ça nous fait du référencement web. Et on utilise les outils Google et voilà. Et aujourd'hui, on arrive pas mal dans Google. Et peut-être pour comprendre, donc au moment où vous avez décidé de pivoter, il y a d'abord une phase où tu as eu cette étudiante avec qui tu as tourné toi-même des vidéos que tu as montées. Enfin, ça, on arrive à quel moment à cet aboutissement c'est quand même un produit assez poussé. C'était le tournage des toutes premières vidéos, c'était novembre 2018. Après, il y a toute la partie montage aussi qui m'a pris un temps fou. Et puis, sachant que le week-end, je continue à donner des cours pour tuteurs privés. Juin 2019, on arrête et on avait juste une petite formation un peu pourrie. On n'avait même pas de prof. On était deux, toujours, mais on avait juste une formation en e-learning. D'anglais Ouais, sur la partie anglais. On était juste deux, Ruben et moi, quoi. Et on cherchait une prof, quoi. Donc, mon été dernier, c'est comme si je repartais à zéro. Et aujourd'hui, on a du coup 11 personnes en full time. On a même plus de stagiaires, on a que des CDI. Voilà, parce qu'on a réussi à trouver notre modèle. Et on a 15 profs en freelance en plus. Donc, mine de rien, on permet à 25 personnes de vivre. Donc c'est cool. Et ça en un an. Vous avez encore des ateliers, c'est ça? Ou pas? Alors ouais, ça c'est dans la partie cours collectif. Ouais. Et en fait, avec le Covid, donc avant, il y avait e-learning, cours particuliers, cours collectifs. Et les cours collectifs avaient lieu dans nos locaux, et donc en présentiel. Et avec le Covid, on a tout passé, on ne fait plus du tout de cours particuliers en présentiel, on ne fait plus du tout de cours collectifs en présentiel, et on passe tout à distance, ce qui d'un point de vue opérationnel, c'est énorme, ça nous allège énormément. Et d'un point de vue pédagogique, si on faisait des mathématiques, peut-être que ça serait problématique d'avoir des trucs à distance, mais sur la langue, à distance, c'est incroyable, d'autant plus que là, on va pouvoir se mettre à enregistrer les cours. Derrière, on veut développer des algorithmes de deep learning qui retranscrivent tout le contenu des cours sous format de texte et viennent chercher des bonnes vidéos sur Internet pour proposer du contenu adapté. Donc en fait, à distance, c'est juste énorme. On a des élèves en Guyane aujourd'hui, on a des élèves dans le sud de la France, en Afrique du Sud. Voilà quoi. Donc, et vous êtes que sur l'anglais ou sur plusieurs langues? On fait que de l'anglais. Ouais. Ça aussi c'est un truc, c'est si vous arrivez le plus rapidement possible à segmenter, à vous dire je vais prendre un tout petit truc mais je vais le faire très très bien, ça fonctionne bien quoi. On s'est appelé le cercle des langues avec une vision de long terme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on fait que de l'anglais et j'espère qu'on va faire que de l'anglais pendant je dirais les 2-3 prochaines années pour derrière scaler à un moment donné. Mais ouais, c'est intéressant d'arriver à se focus juste sur un tout petit truc, et même au sein de l'anglais, c'est déjà tellement complexe, à vrai dire que bon, voilà. Peut-être j'ai une dernière avant de passer la parole à la salle pour avoir des questions. Je veux bien que donc là c'est votre plateforme sur Welcome. Est-ce que tu peux peut-être nous parler, tu nous as raconté un peu toute l'évolution jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir 15 collaborateurs, donc 2 associés et que des CDI, de devoir être chef d'une entreprise
enfin, voilà, plus établie en fait. C'est plus la même chose que même quand vous étiez en juin 2019 tous les deux à renaître le phénix. Donc, comment ça se passe? C'est quoi tes défis d'aujourd'hui? C'est quoi ton avis? En vrai, c'est du bonheur parce que je commence à toucher aux trucs que j'avais prévus 4 ans auparavant, c'est-à-dire que il y a des gens qui commencent à bosser et à prendre en charge la partie opérationnelle que moi j'ai poncé de fond en comble. Donc c'est un bonheur. Là, il y a Caroline en face qui elle s'occupe d'onboarder tous les étudiants. Ce que moi j'ai fait, donc les 300 premiers élèves du Cercle des Langues, c'est moi qui les ai onboardés. Qui leur donnait leurs accès. Ils avaient un email avec 10 000 accès qui allaient partout dans tous les sens. On n'avait pas de site web. J'en lançais 6 par jour, donc 6 entretiens de 1 heure par jour. C'est quand même du temps. Et puis plus gérer une petite équipe à côté. Vous n'avez pas de site web, ça veut dire quoi? Cercle des Langues, pareil, on a commencé, on avait juste un site vitrine, tu vois, un WordPress. Mais on a continué sur ce truc de carnet de suivi, etc. Mais on le faisait via Google Doc. Et donc j'ai adopté la méthodologie inverse de celle que j'avais fait sur Tuteur Privé, où sur Tuteur Privé il y avait d'abord un site web, mais qui était branlant parce que le mec il s'était barré. Et donc sur le Cercle des Langues, on s'est dit non, le carnet de suivi on va juste le faire sur Google, c'est un Google Sheet, on va l'envoyer au prof, à l'élève, et moi je faisais mes recoupements de mon côté un peu à la mano. Donc on a adopté la méthodologie Lean à l'inverse de ce qu'on avait avant. Et donc voilà, Ruben il est à gauche, Vanessa c'est une prof, et Louis, Alexandre à droite c'est des sales. Et en face, il y avait Elodie, Elodie qui était une de nos stagiaires et qui s'occupait aussi des élèves. Et donc, moi aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que je me vois de plus en plus comme un manager. Donc, c'est d'autres contraintes, d'autres challenges, j'ai envie de dire. On a réussi à convaincre des gens que notre projet allait marcher. Ils sont avec nous. Faut gérer les individus, ce que j'avais jamais vraiment fait. Et puis arriver à montrer l'exemple tout le temps. Nous aujourd'hui on est on a fait plein d'erreurs, on a dit peut-être trop de choses de notre vie privée, on était peut-être trop proches, on a peut-être par moments on bossait tellement que on a des moments où on perd un peu on perd son sang-froid, mais on perd sa lucidité, je dirais. Donc là, on est à l'étape où on se dit, nous, on doit être l'exemple en tout temps, en toute heure. On fera des erreurs, c'est normal, mais en tout cas, humainement, il ne faut pas faire d'erreurs, en tout cas le moins possible. Et d'autant plus quand on est un projet dans les langues qui est humain, quoi. Donc là, aujourd'hui, on a une équipe de 4 sales, et donc ils callent toute la journée. Et notre but, c'est de les motiver et de faire en sorte qu'ils soient à la fois performants et heureux. On a une équipe de 2 students. Donc les students, c'est ceux qui font l'onboarding et qui gèrent la formation des élèves. Donc ce que moi je faisais avant. Et donc ils suivent le parcours des élèves et voilà. Donc on met en place des process. Moi je suis très process et donc le but c'est de scaler le plus rapidement possible et de toutes les tâches à faible valeur ajoutée, les automatiser. S'il y en a parmi vous qui ont une grosse croissance, je vous recommande l'outil HubSpot qui nous a transformé notre boîte. Il y a aussi des outils qui peuvent transformer des boîtes. HubSpot, ça coûte cher, mais avec la Blue Factory, vous avez des réducts normalement et du coup ça coûte pas grand chose. Donc si vous générez un peu de chiffre d'affaires, faites-le, c'est monstrueux. Et voilà, et sur la partie prof, au début on voulait recruter des CDI et on a eu quelques expériences pas ouf. Moi je suis je suis très exigeant je dirais sur le recrutement. Et donc il y a des gens qui sont venus puis qui sont partis. Et puis là aujourd'hui on bosse avec des freelances essentiellement. Donc 15. Et ça se passe très bien. Et voilà, donc moi aujourd'hui je gère l'humain, un peu la finance mais vite fait parce qu'on n'a toujours pas levé de fonds. Donc finalement aujourd'hui j'ai de compte à rendre à personne, donc la compta très clairement ça me prend une journée par an. Je fais tous mes relevés de banque et je rattache toutes les factures et j'ai juste une boîte dans ma boîte email, j'ai le truc facture et à chaque fois que j'ai un truc je le mets en facture et je sais que je vais à la fin de l'année. Donc la gestion en soi ça me prend une journée par an. J'ai mes petits tableurs Excel, on fait le chiffre d'affaires tous les mois, les coûts, etc. Et puis on se dit quand est-ce qu'on recrute, par qui on commence, et on commence par recruter des sales. Et on recrute des sales, ils font le chiffre d'affaires et puis derrière on peut recruter d'autres personnes et on a commencé à trouver une mécanique. Un sales il va faire peut-être un élève par jour et donc 2 sales ça va faire 2 élèves par jour et derrière ça correspond au travail de 1 student
dans le suivi de toute la formation. Et donc on essaie voilà, de trouver nos métriques et de gérer, manager, enfin vraiment, et inspirer, et puis transférer un maximum de ce qu'on sait faire à nos équipes pour les faire grandir et que ça pousse par le dessous, quoi. Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, dans quelle mesure est-ce que tu as bénéficié de l'aide d'autres entrepreneurs ou tu as aidé d'autres entrepreneurs à la plus, même encore aujourd'hui, est-ce que tu es encore en lien avec des entrepreneurs Ouais. Bah, en vrai, dans le parcours Seed, moi c'est énorme l'aide que j'ai pu recevoir d'autres entrepreneurs. Donc si je vous recommande un truc, c'est soyez ultra disponible. Vous verrez même, c'est 4 mois le programme, c'est ça? Oui. Ouais, ok. La boîte dont je parlais tout à l'heure qui était arrivée avec, ils avaient 10 personnes, bah aujourd'hui ils sont plus que 4. Donc eux ils étaient 10, moi j'étais 1, maintenant on est 11, ils sont 4. Tout évolue et donc soyons humbles par rapport à tout ça. Ça peut toujours évoluer dans un sens qu'on prévoit pas et la meilleure façon de faire face à ça, c'est d'être ensemble et donc notamment Barthélémy qui était donc cofondateur d'Abricot m'a énormément aidé et il croyait peut-être aussi dans ce que je faisais et donc c'était énorme. Elias aussi sur la partie développement il m'a énormément aidé. Aujourd'hui on reste en contact et on sait qu'on a noué des liens même si notre passé n'a rien à voir et on est fondamentalement différents mais dans l'entrepreneuriat en tout cas on a senti qu'on était tous un peu des guerriers et qu'on avait trop intérêt à s'aider et aujourd'hui c'est un truc de fou cette solidarité entre entrepreneurs. Je sais que j'ai pas mal d'amis mais je sais que ceux sur qui je peux vraiment compter c'est ceux avec qui j'ai partagé mes trucs d'entrepreneur parce que c'est la vie ou la mort, quoi. Très clairement. Non, mais c'est vrai. Une entreprise, quand elle commence, c'est soit elle vit, soit elle meurt, et c'est comme ça. Et donc, on est vite face à des problématiques qui font qu'on a besoin d'être très direct, quoi. And so, do you speak English? A little bit. A little bit. You have an amazing business English now. It's okay. I speak every day, so I practice with Vanessa, who is our pedagogical engineer. And it's also a business that I founded for myself because I want to be in this world where I can speak different languages, like German, English, probably Chinese at some point, Hebrew, why not? So I founded this business to create my own world and be 100% in the product that I sell. And why do French are not very good at English? Did you understand what is the blockage? Yes, I think that the French education system is very judgmental, which is not the case in the UK, for example, or in the US, where it's much more pragmatic. So pretty much all of us, and especially in classe préparatoire, I think those who survive in classe préparatoire are the toughest ones, but when you look at it, you just arrive and you had good grades, and when you arrive in classe préparatoire, you're just shitty grades. So French people are kind of traumatized to speak English, and they don't dare to speak because they're afraid to make mistakes. And so the pedagogy that we tell our students is make as many mistakes as possible, because it's by making a lot of mistakes that you'll give yourself the opportunity to erase them. Merci beaucoup, François.